Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la labradorite, une pierre étonnante de par ses fascinantes couleurs. Généralement, nous pouvons trouver la labradorite avec des reflets jaunes ou bleus, mais en réalité, on peut trouver à peu près tous les tons excepté le rouge intense. Les plus belles labradorites, à mon sens, sont les violettes. Cette pierre a été étudiée en 1780 par Adolarius Forster et doit son nom au chien labrador. Non, pas du tout. Son nom tient du lieu de sa découverte, à savoir le Labrador au Canada. Voilà, ça se trouve ici, donc rien à voir avec le chien. Vous savez que j'aime bien parler de légendes autour de certaines pierres. Deux légendes inuites font mention de la labradorite. La première raconte que ce peuple pensait que les labradorites enfermaient la couleur des aurores boréales. On les comprend quand on voit ceci. La seconde légende inversée parle d'un guerrier inuit qui, ayant frappé une labradorite avec sa lance, a libéré ses couleurs pour donner les aurores boréales dans le ciel. Je trouve ça toujours très imagé, les légendes autour des pierres. Je trouve ça très beau. Présentation étant faite, qu'est-ce que la labradorite? Pour répondre à cette question, il va falloir que je vous parle d'une grande famille minérale, les feldspaths, car la labradorite est un feldspath. Donc, commençons par la base. Qu'est-ce qu'un feldspath? À part un truc super chiant à prononcer. Nous allons surtout parler des feldspaths usuels, donc pour les puristes, ne soyez pas étonnés si les formules chimiques sont un peu allégées. Voici donc la formule allégée des feldspaths usuels. Comme d'habitude, nous allons décomposer pour mieux comprendre, parce que pas tout le monde fait de la chimie. En rouge, on observe que les feldspaths sont composés soit de calcium, soit de sodium, noté Na, soit de potassium, noté K. En bleu, vous voyez qu'on a le choix entre de l'aluminium ou du silicium. 4 fois. Et généralement, on va avoir un aluminium pour 3 silicium, donc AlSi3, ou 2 aluminium pour 2 silicium, donc Al2, Si2. Et en vert, 8 oxygènes. Ça ne bouge pas dans les feldspaths. Comme la formule a l'air variable, on va pouvoir représenter cette variabilité grâce à un schéma bien pratique. On représente la famille des feldspaths grâce à cette pyramide, où je ne l'ai pas encore remplie. Au sommet, nous avons les feldspaths type orthose et microcline, avec un pôle potassique. La formule est composée de potassium, noté K, et d'un aluminium pour 3 silicium. À gauche, le pôle albite. Un feldspath sodique, donc on retrouve le sodium Na, et un aluminium pour 3 silicium. Et à droite, enfin, le pôle anorthite avec son calcium, ses 2 aluminiums et ses 2 silicium. Dans ce schéma, on peut retrouver à peu près tous les feldspaths existants. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la partie du bas, celle-ci, qui va nous intéresser. La partie du bas, donc le pôle albite-anorthite, porte le nom de plagioclase. Cette grande famille des plagioclases est un mélange du pôle albite et anorthite. Un visuel vaut mieux que des mots. Voici ces petites briques jaunes. Pour notre cas, elles vont représenter les albites. J'en ai choisi 10 pour que ça soit plus simple. Là, pas de débat, il y a 100% d'albite et 0% d'anorthite. Maintenant, nous avons 1 d'anorthite en rouge et 9 albites, soit 10% d'anorthite. On peut dire qu'il y a 1 calcium pour 9 sodium, puisque l'anorthite est composé d'un calcium et que l'albite est composé d'un sodium. Ou encore 5 anorthites pour 5 albites, soit 50% d'anorthite. 8 anorthites pour 2 albites, soit 80% d'anorthite. Bien, voilà, c'est un peu le même principe de mélange dans nos plagioclases. Quand nous avons entre 0 et 10% d'anorthite, nous sommes sur le pôle albite. A contrario, entre 90% et 100% d'anorthite, nous sommes sur le pôle anorthite. Jusque-là, tout va bien. Juste en dessous, entre 70 et 90% d'anorthite, nous avons la bitonite, un plagioclase pas trop connu dans le monde de la collection. Entre 10 et 30% d'anorthite, nous avons les oligoclases. Entre 30 et 50% d'anorthite, nous avons les andésines. Et enfin, entre 50 et 70% d'anorthite, nous avons nos fameuses labradorites. Donc, notre labradorite est un feldspath, plus précisément un plagioclase, et plus proche du pôle anorthite que du pôle albite. Il y a une concentration plus importante d'anorthite, donc de calcium, que d'albite, donc de sodium. Voilà pour la composition de la labradorite. Pas si simple, hein? Un bon point parce que ça nous a vachement avancé pour mieux comprendre les feldspaths. Il faut noter une chose, c'est que
Certes, les labradorites sont composés de 50 à 70% d'anorthite, mais les reflets si caractéristiques n'apparaissent qu'entre 70 et 70% d'anorthite. Donc on peut très bien avoir une labradorite sans aucun reflet possible. Les reflets, l'adularescence, c'est son nom, est dû en fait à un arrangement de lamelles, sa structure lamellaire. La formation de cette structure est due à un processus d'exsolution dû à un écart de miscibilité. Je vous la fais simple, pas la peine de rentrer dans les détails. Selon la composition anorthite, albite et la température lors de la formation, des lamelles vont se créer et se figer si le refroidissement est assez lent. Des lamelles pas forcément parallèles, mais qui vont permettre de refléter et diffracter la lumière pour nous offrir toutes ces couleurs. Petit point de nomination, les reflets sont bien appelés adularescence ou encore effet Schiller ou bien effet Schiller d'adularescence. Mais le terme qu'on entend souvent, labradorescence, n'est pas accepté de tout le monde. Voilà, il y a certaines personnes qui n'acceptent pas ce terme. À titre personnel, je ne vois pas pourquoi, parce que la labradorescence est le reflet de la labradorite, et ma foi, je trouve que ça sonne plutôt bien. En parlant des reflets de la labradorite, et surtout des reflets violets, qui sont généralement les plus chers dans le commerce, faites attention aux labradorites électrolysées en provenance de Chine. Un dépôt va être apposé sur la labradorite pour donner de faux reflets supplémentaires. Donc lorsque vous observez votre labradorite, prenez garde que votre reflet vienne bien de l'intérieur de la pierre. Les reflets sont proches de la surface, mais pas à la surface. Si vous voyez des reflets vraiment à la surface, méfiance, ça peut être une électrolyse. Je souhaitais terminer cette vidéo en parlant de la larvikite. On la caractérise souvent de labradorite au reflet argenté. C'est beaucoup plus complexe que ça. Si la larvikite possède une adularescence proche de celle de la labradorite, c'est qu'elle contient des feldspaths avec un effet Schiller dans les tons argentés, mais contient également d'autres minéraux. Donc, c'est un peu simple de catégoriser la larvikite comme labradorite argentée, chose que je faisais avant. Comme je viens de parler de la labradorite, je suppose que certaines personnes auront des questions sur la pierre de lune. Je vous mets en description la vidéo de Crystal Source concernant la pierre de lune. Elle est complète et vous retrouverez quelques notions que je viens d'évoquer puisque la pierre de lune est un feldspath. D'ailleurs, je dis la pierre de lune, mais en fait, dans les feldspaths, il y a 3 pierres de lune. Bref, il vous expliquera la différence entre les 3 pierres de lune. Voilà, j'espère que cette découverte de la labradorite vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur ce magnifique minéral. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager la vidéo pour me soutenir, à mettre un pouce, un commentaire, blabla, tout ça, vous connaissez. Et merci aux donateurs qui participent à la cagnotte de la chaîne, ça m'aide beaucoup. Tous les liens sont, comme d'habitude, en description. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.